Vous le savez déjà, nous parlons de la situation de notre pays né des événements du 26 juillet 2023, événement ayant vu le dépôt de la 7e République. Alors, pour en parler, nous avons en ligne depuis Indiana, c'est aux États-Unis d'Amérique. Nous avons donc M. Abdrahman Dandi Abarchi, qui est du cadre Debout Niger Debout. M. Abdrahman Dandi, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Merci d'être là. Merci, le plaisir est le mien. Toujours en ligne et sur Skype, nous avons M. Amadou Issoufou Omar Diapanda, plus connu sous le nom de Diapanda, qui est nigérien vivant en Égypte. Monsieur Diapanda, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Ibrahim. Merci de nous avoir invités ce soir. Tout le plaisir est pour nous. Et enfin, pour l'instant en tout cas, nous avons M. Kassoum Zibo de Greensboro. La prononciation n'est pas évidente. C'est en Caroline du Nord aux États-Unis d'Amérique. Bonsoir, M. Kassoum. Bonsoir, M. Ibrahim, Omar et M. Abarchi, à tous les téléspectateurs. Bonsoir également. Merci à tous d'être là. Alors, pour entamer notre sujet du jour, le Niger, depuis les événements du 26 juillet, est sous sanctions économiques de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les frontières sont fermées avec des pays de ces organisations, en dehors du Mali, du Burkina, du Tchad et de l'Algérie. En dehors de tout ça, une menace d'intervention militaire plane toujours sur le Niger. J'ai envie de vous demander, est-ce que nous pouvons survivre à cette situation? Monsieur Abdrahman Dandi d'abord. Merci encore, Monsieur Ibrahim Yero. Merci de l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer de temps en temps grâce à l'émission Contour. Donc, je suis un habitué de l'émission. Je trouve que vraiment vous faites en fait du bon travail pour sensibiliser notre population avant même les événements du 26. Donc, c'est pas que le micro vous est ouvert maintenant, quoi. Donc, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font parce que juste maintenant l'opportunité est là, quoi. Donc, je salue nos militaires. Je trouve qu'ils ont fait le patriotisme qui est de leur. C'est ça le rôle de l'armée. Le rôle de l'armée, c'est toujours défendre la patrie, défendre le peuple. Et que si les politiciens viennent pour leurs intérêts mesquins, ils sont prêts à vendre la nation, la patrie pour juste leurs intérêts même à l'étranger. Je pense que l'armée sera toujours disponible pour les ramener à l'ordre et puis prendre le contrôle des affaires, quoi. Donc, concernant la situation, vous soutenez le changement de régime, comme d'ailleurs votre organisation, le cadre d'action Debout Niger Debout. Alors, au vu de la panoplie de sanctions et de la pression dont notre pays fait l'objet, est-ce qu'on a les moyens de tenir, selon vous? Bon, à mon avis, chaque situation a un prix à payer. On ne peut pas chercher la souveraineté de manière gratuite, quoi. Il y a toujours un prix à payer sur ce genre de challenge, sur ce genre de défi. Quand on lance un défi à un peuple, c'est au peuple de le relever et c'est au peuple de supporter les défis qui font face, quoi. Donc, personnellement, je me dis que l'impossible n'est pas nigérien. Et nous, au cadre d'Action Debout Niger Debout, nous avons fait des déclarations déjà pour soutenir le CNSP. On attend des militaires une bonne gestion de l'État et tant que c'est ce que le peuple veut qu'ils appliquent, nous serons toujours derrière eux, quoi. Et donc, pour dire que les fermetures des frontières et les sanctions, je me dis qu'on a un Premier ministre qui, en tout cas, je n'ai pas entendu quelqu'un dire de mauvais sur lui. Je pense qu'il a un bon record. Donc, on compte sur lui, on compte sur tout le peuple. C'est une affaire de toute la nation, c'est tout le peuple. Nous sommes tous impliqués, tous ici, nous sommes impliqués à amener le meilleur de nous pour qu'on puisse réussir, quoi. Donc, je pense que c'est vraiment pas... les sanctions ne vont pas nous empêcher d'aller vers la souveraineté que nous avons tant voulu. Donc, nous, on a toujours dit... Et l'intervention c'est juste une parenthèse, quoi. Et elle est fermée, cette parenthèse-là, et nous sommes
nous sommes maintenant sur des bonnes rails. Merci, Dieu merci. Et l'intervention militaire, vous qui êtes aux États-Unis d'Amérique, est-ce que vous n'êtes pas inquiet que votre pays soit attaqué par des forces de la CEDEAO? Non, pas du tout. En fait, je pense que c'est du bluff. Bon, je ne dirais pas ça juste pour faire en sorte que les gens aillent dormir au Niger, mais je pense que si on regarde un peu la géopolitique, c'est pas du tout possible pour qu'ils puissent avoir une action militaire en fait au Niger, quoi. J'ai vécu aux États-Unis pendant toutes ces années-là. Je n'ai jamais vu des débats sur un pays africain. Il y a toujours des débats sur d'autres pays. C'est l'Amérique ou la Syrie, l'Amérique ou l'Afghanistan, l'Amérique ou l'Irak, mais jamais un pays africain. Je vous dis tout de suite qu'avant-hier, il y a eu un débat sur une télé ici américaine et ils ont invité un ancien militaire, un expert en renseignement. Et donc, ils lui ont posé des questions en fait pour savoir est-ce que la CEDEAO a les moyens d'intervenir militairement au Niger. Et son analyse a été, moi j'approuve son analyse et c'est pas du tout possible. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les moyens militaires, ils n'ont pas les moyens matériels pour pouvoir intervenir au Niger. C'est du bluff et je pense que les militaires ont compris cela. Je ne dirais pas encore de ne pas prendre des dispositions. Mais tout le monde sait aussi. Tout le monde sait aussi que la CEDEAO comptait sur les puissances occidentales, notamment la France, pour l'aider à mener cette guerre. Bon, vous savez, l'histoire de la CEDEAO et de la France, c'est une histoire du dominé au dominant, quoi. Donc, en fait, la CEDEAO, la France, elle finance la CEDEAO. On sait tous que la France, c'est elle qui paye même les salaires de certains employés de la CEDEAO. On ne peut pas être dépendant d'un pays et vouloir être juste face aux intérêts. Les intérêts de la France ne sont pas les intérêts de la CEDEAO. La CEDEAO, si aujourd'hui elle a quelque chose à faire au Niger ou dans la sous-région, elle doit intervenir sur ce qui se passe au Sénégal, elle doit intervenir sur ce qui se passe sur d'autres pays avant que ça ne pourrisse, quoi. Aujourd'hui, si par exemple il y a un coup d'État au Sénégal aujourd'hui, tous les signes sont là. Mais la CEDEAO ne fait rien pour pouvoir pallier à ça. La CEDEAO, elle devrait mettre Macky Sall aujourd'hui sur la sonnette d'alarme pour dire que, écoute, il faut respecter les droits, vous ne pouvez pas suspendre, accuser des opposants juste parce que vous ne voulez pas. On a bien compris, Abdraman. On va revenir avec vous. Le temps de voir avec M. Amadou Issou Omar Diapanda. Je rappelle que vous êtes Nigérien vivant en Égypte. Alors, selon vous, la CEDEAO est manipulée pour se dresser contre le Niger? Merci de m'avoir donné la parole. Et effectivement, ce que vous venez de dire, c'est vraiment c'est le mot qu'il faut. Parce que la CEDEAO, tout le monde le sait, la CEDEAO était la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est devenu un collectif des escrocs de l'Afrique de l'Ouest. En tout cas, la CEDEAO n'est pas en train de jouer son rôle depuis longtemps. La CEDEAO a cessé d'assumer sa responsabilité. Et on comprend parce qu'une fois, ce que nous constatons, ce que nous voyons du pouvoir, une fois que vous demandez le pouvoir, c'est vrai, nous tous on veut être peut-être des présidents, mais une fois au pouvoir, c'est des accords. Il y a des choses que le peuple n'est pas vraiment informé de ça. Il y a certains pactes et certains accords qu'on signe entre des individus. Si aujourd'hui la CEDEAO... Pardon? Par exemple quoi? Par exemple, si aujourd'hui on constate que la CEDEAO, coûte que coûte, ils veulent défendre seulement Bazoum au Niger, au détriment de 24 millions. Donc c'est que eux, il y a un papier qu'ils signent qui ne concerne pas leur peuple. Et ce n'est pas seulement au Niger. Ça, c'est dans toute la communauté africaine. Il faut que les gens se réveillent et comprennent que, donc maintenant, Dieu nous a montré par tous les signes, voilà les personnes que nous considérons comme nos responsables, c'est des personnes qui nous envoient toujours à l'abattoir. Parce que si la CEDEAO s'engage juste pour défendre la vie de Bazoum Mohamed, une seule personne au Niger, au détriment de 24 ou 25 millions, c'est qu'il y a anguille sous roche. Donc vraiment, les gens doivent comprendre que
Seul le peuple est responsable de prendre son engagement. C'est de sa responsabilité et de savoir qui choisir. Tout ça, c'est des signes. On doit les découvrir très rapidement. Selon vous, est-ce que le Niger peut résister ou a les moyens de résister face à toutes ces sanctions et à toute cette pression? Effectivement, le Niger va résister pour plusieurs raisons. Donc, parmi ces raisons, le Niger, nous allons résister parce que personne ne pourra nous couper l'oxygène. Ça, c'est un. De deux, personne ne pourra construire un mur entre le ciel et la terre du Niger. Ça, c'est deux. De trois, personne au Niger aujourd'hui n'arrivera jamais à diviser ce peuple. Nous sommes soudés. Les trois choses-là même suffisent qu'on avance. Nous avons 1 267 000 km². Et de toutes les façons, même avant le coup d'État, nous constatons des gens qui meurent de faim. Il n'y a aucun homme qui vient nous donner à manger dans notre bouche. Même si on libère qui convenant, on doit se battre pour survivre. Et aujourd'hui, le fait de mettre des sanctions sur le Niger, ces sanctions-là, ce n'est pas seulement pour le Niger, mais c'est pour toute l'Afrique. Parce que le Niger, malgré qu'on nous classe toujours, cette France nous classe dernier en indice de développement humain, aujourd'hui, avec ces fermetures des frontières, il y a beaucoup de pays qui ont senti. C'est le PNUD qui classe les États. Mais, ok. C'est la PNUD non, qui classe, non? Ou bien le PNUD, bah, voilà. Donc, il n'y a pas de problème. S'ils nous classent aujourd'hui, eux-mêmes, ils ont senti. Parce qu'au Sénégal, aujourd'hui, les gens s'affolent sur l'oignon qui vient de Malbaza, de Galbi. Ça, on cultive l'oignon là au Niger. Et aujourd'hui, les Béninois, ils s'en plaignent. Aujourd'hui, ils veulent pleurer. Ils n'en peuvent plus. Mais c'est le Niger. Les sanctions sont dirigées vers le Niger. Mais aujourd'hui, c'est nos voisins qui sont, comment on appelle, qui souffrent plus que nous. Donc, j'invite seulement le peuple et la jeunesse du Niger, y compris les militaires qui ont pris le pouvoir, de mettre en place une politique agro-pastorale, de donner la force à la terre. Quand on appuie, quand on prend, comment on appelle, on travaille la terre, ça paye. Tant que vous travaillez la terre, ça paye. Donc nous avons 1 267 000. On veut aller chercher quoi ailleurs? Non. Les sanctions ne vont rien faire au Niger si les Nigériens ont compris cela. Nous ne sommes contre personne. Ils vont toujours faire, c'est des directives qu'ils reçoivent de l'Occident pour menacer des peuples. Nous allons résister. Nous sommes 25 millions. Nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas un petit quartier. Donc il faut rester soudés, travailler. Mettons le travail devant nos têtes. Personne ne va nous attaquer chez nous. Ça, je suis convaincu. Merci. Alors, une dernière question avant de donner la parole à M. Kassoum Zibo. Selon vous, qu'est-ce que ce changement de régime a changé au Niger déjà? Le changement de régime a changé beaucoup de choses. Parce que c'est comme si c'est un enfant qui a envie d'aller jouer dehors avec ses amis, on l'empêche. Toujours il voit par la fenêtre ses amis, il n'arrive pas. Nous étions comme ça depuis 13 ans. Le peuple, même la respiration, on respire. C'est-à-dire, si un peuple n'est pas tranquille dans sa conscience et dans son âme, peu importe la personne qui le gouverne, le gouvernement, là, c'est-à-dire ce pouvoir-là, ne va pas vraiment arriver à prospérer ou à faire évoluer les choses. Nous nous sommes sentis coincés parce qu'on nous a imposé. Et aujourd'hui, le changement, là, automatiquement, la première des choses, ça a mis la fraternité. Ça a directement planté la fraternité au cœur des Nigériens. Parce que ça, c'est une fraternité. Les gens sont soudés, des millions de personnes sortent pour défendre un régime. C'est du jamais vu. Le Mali, ils l'ont fait. Mais aujourd'hui, pour le Niger, c'est autre chose, c'est une autre face. Donc vraiment, ça a beaucoup changé. Et je pense que le changement continuera jusqu'à la grande prospérité de notre pays. En tout cas, c'est ce que nous souhaitons. On l'espère bien. Alors, M. Kassoum, comment voyez-vous la situation de notre pays avec ces sanctions et menaces d'intervention militaire de la CEDEAO? Bon, d'abord, je tiens à souligner ici l'aspect de la sanction, qui est une sanction inhumaine, illégale et illégitime également. Et même parce que selon les experts que nous avons eu à écouter, au niveau des textes même de la CEDEAO, il y a violation pour commencer. Donc, partant de là, on pourrait se poser la question de savoir s'il n'y a pas
une main obscure derrière ces sanctions-là, et d'ailleurs qui ne sont même pas, dont les velléités ne sont même pas cachées, et qu'on peut aisément nommer la France d'ailleurs. Parce que au lendemain du coup d'État, nous avons entendu le président français dire qu'il a appelé ou il va appeler certains chefs d'État, membres de la CEDEAO, afin de prendre les mesures appropriées pour contrecarrer l'action des militaires. Donc, partant de là, on peut tout de suite comprendre quand même que, une fois de plus, la France, et il faut la citer, est présente encore dans tout ce qui se passe. Donc ça, c'est le premier aspect. Et le deuxième aspect, cette sanction, ça va coûter pas seulement au Niger. Hein. Déjà, on a vu au niveau du Bénin, eux aussi, ils sont en train de payer le prix actuellement. Quand on sait que l'activité principale du port de Cotonou, hein, c'est quelque chose qui est complètement lié au trafic des marchandises vers le Niger. Donc, cette activité-là au niveau du port aujourd'hui se trouve être paralysée. Donc, allez-y comprendre également que le Bénin est aussi touché. Il en est de même aussi pour le Nigeria. Donc, voilà un peu là où les sanctions vont, mais je dirais, et la menace militaire, la menace d'intervention militaire, vous qui êtes aux États-Unis, est-ce que vous pensez, vous avez peur que votre pays soit envahi par des armées étrangères de la CEDEAO? À ce niveau, je suis un peu partagé. Partagé entre le bluff, comme l'a dit M. Abarchi tout à l'heure, et aussi ne pas négliger l'aspect des impérialistes. Ils sont capables de tout. Quand je dis qu'ils sont capables de tout, aujourd'hui, ils parlent de démocratie, défendre la démocratie, restaurer, comment on appelle ça, remettre les institutions en place et Mohamed Bazoum, donc au pouvoir. En fait, la vie de Mohamed Bazoum leur importe peu. Hein. Il se pourrait que, à leur niveau, ils ont déjà préparé quelqu'un au cas où Mohamed Bazoum n'arrive pas à s'en sortir. L'essentiel pour eux, c'est de préserver leurs intérêts. Ils ont toujours parlé d'intérêts. Donc, il faut prendre la menace au sérieux, mais en même temps, comme je l'ai dit, je suis aussi partagé entre la menace et le bluff, parce que je me demande avec quels moyens ils vont devoir venir attaquer le Niger quand on sait que les peuples de ces différents pays ne sont pas d'accord avec l'attaque donc ils sont en train de préparer. Donc, si on prend le Nigeria, on voit qu'il y a un mouvement au niveau de la population qui s'oppose, même au Parlement du Nigeria, il s'oppose également à cette attaque. Au Bénin, également, ils n'ont pas respecté les principes démocratiques dont ils entendent défendre, parce qu'avant que les chefs d'État s'engagent à attaquer le Niger, ils devaient passer par leur Parlement, ce qui n'a pas été fait. OK? Donc, tout cela nous amène à dire également qu'il y a une mainmise quelque part derrière dans cette action à attaquer le Niger. Donc, ils n'ont pas respecté eux-mêmes la démocratie chez eux qu'ils veulent venir défendre au Niger. Donc, voilà un peu mon sentiment par rapport à cette menace d'attaque-là. D'accord, M. Kassoum Zibo, je rappelle que vous résidez à Greensboro, en Caroline du Nord. Alors, M. Dandi Abarchi, quelle peut être la contribution de la diaspora dans cette situation difficile pour le Niger, selon vous? Merci encore. Donc, d'abord, la première des choses, c'est la contribution de la diaspora. Nous sommes tous prêts. C'est vrai que nous sommes ici, nous avons nos vies, nous avons nos choses à faire, mais une fois que la patrie est menacée, nous sommes prêts à rentrer au pays pour défendre la patrie. Ça, ce n'est pas du bluff, ils n'ont qu'à prendre ça au sérieux. Et c'est du sérieux, on dit ici. Il n'y a pas un ici avec qui j'ai causé qui n'est pas prêt à rentrer pour défendre la patrie. On va être notre propre volontaire pour défendre la patrie, quoi. Donc ça, c'est un. Maintenant, de deux, c'est quoi? C'est que depuis que le Conseil national pour la CNSP, il y a le CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, est venu aux affaires. Nous, à notre niveau, nous avons toujours fait pour pouvoir défendre, parce qu'il y a beaucoup de malinformation, il y a beaucoup,
à chaque fois que vous voyez la défense, on va vous dire que il est démocratiquement élu. Il est démocratiquement élu. Donc, nous sommes obligés ici de faire le combat médiatique de nos autorités ici pour faire comprendre aux gens qu'en réalité, le monsieur a même violé l'article 47 de la Constitution et qu'il n'a pas gagné en plus les élections. Heureusement qu'on a pu mettre en place des vidéos des élections passées où on a montré des gens avec des armes qui ont fait tous les hold-up électoral. Donc, il faut nécessairement éduquer la population, que ce soit en France, que ce soit ici aux États-Unis, au Canada, partout. Il faut faire cette communication pour expliquer à tous ces gens-là qui ont été mentis. On les a menti sur les autres chaînes internationales, comme quoi on brandit toujours que le monsieur est démocratiquement élu. Mais moi, je dis que, bon, on a pu démontrer, on a fait pas mal de vidéos qui circulent. Et même ici, avec les associations avec lesquelles nous sommes partenaires, nous avons fait de ce genre. Beaucoup des Africains et même des Noirs africains, des Noirs américains, pardon, qui sont prêts à aller dans ce combat-là. Donc, tellement ils ont été... Comme je vous l'ai dit, le Niger aujourd'hui a vraiment arraché sur le cadre des informations, les news. Le Niger a pris le dessus sur l'Ukraine aujourd'hui. La même chose que l'Ukraine a pris le dessus sur le Covid, le Niger a pris le dessus sur l'Ukraine aujourd'hui. Partout, donc, on ne parle que du Niger aujourd'hui. Malheur est bon. Oui, je trouve que c'est une bonne chose parce qu'au moins ici, la plupart des temps, quand on dit à des Américains ici qu'on vient du Niger, automatiquement, ils se disent à l'esprit qu'on vient du Nigeria, quoi. Donc ça a aidé beaucoup à comprendre maintenant qu'il y a une différence. Surtout qu'on est en train de voir, c'est comme si c'est le Nigeria qui va attaquer le Niger, comme le Tinubu et le chairman de la CEDEAO, quoi. Donc voilà, en fait, c'est que nous sommes prêts. S'il faut rentrer, nous sommes prêts à rentrer, à défendre la patrie. Comme je l'ai dit encore, ce n'est pas du bluff. Et donc, on est prêt à apporter en tout cas notre soutien au CNSP, qu'ils le sachent. Nous sommes là, nous sommes prêts avec toutes nos expériences dans tous les domaines, nous sommes prêts à contribuer. D'accord, merci beaucoup, M. Abdraman Dandi Abarchi. Alors, Amadou Issoufou Diapanda, quelle peut être la contribution de la diaspora dans ce combat précis du Niger? Ce qui est de la responsabilité de la contribution de la diaspora, aujourd'hui la diaspora peut aider, surtout sur la question juridique, parce qu'il y a deux attaques. Il y a une attaque sur le terrain et il y a aussi une attaque sur les papiers. Donc juridiquement, le Niger a été offensé et menacé. Nous devons défendre aussi sur les papiers notre République, notre pays. Nous devons défendre nos nations et les valeurs de notre pays, parce que nous n'avons provoqué personne. C'est tous les pays, ça se passe. Donc, aujourd'hui, si nous sommes menacés, parce que dire que je vais attaquer un pays, ça là, est-ce que la CEDEAO, elle est consciente de ce qu'elle est en train de dire? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui déclarer la guerre contre un pays? Ça ne se fait pas. Donc, je pense qu'il faut une poursuite judiciaire. La diaspora est capable de le faire. Je connais beaucoup d'avocats, beaucoup de juges, beaucoup de maîtres qui sont là, nigériens versés dans ce monde entier. Ils ne partent pas au Niger tout simplement parce qu'on connaît la situation, mais alhamdoulilah, la situation vient d'être dégagée et c'est bon. Mais la participation de la diaspora peut être juridique, c'est sur le plan juridique, ça peut être sur le plan économique. Une plainte contre qui? Une plainte contre des individus qui sont de la CEDEAO, là, les gens qui manipulent la CEDEAO, les gens qui prennent des décisions sans consulter leur parlement, leur peuple. Parce qu'aucun peuple, tous les peuples d'Afrique d'ailleurs, de la CEDEAO, ont signé et ont montré au monde entier qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que des individus font pour leur propre intérêt. Donc ces personnes doivent être poursuivies juridiquement. S'il le faut, aller, je ne sais pas où, parce qu'à la CEDEAO, il faut qu'il y ait vraiment des vrais Africains pour déposer des plaintes là-bas. Pour le moment, je ne pense pas s'ils peuvent gérer quelque chose, mais sur le plan juridique, la diaspora peut entreprendre quelque chose pour notre pays et des hautes transitions que nous constatons, même l'armée l'a dit, les nouveaux dirigeants, ils l'ont dit, qu'il y a des individus qui ont porté vraiment atteinte à l'intégrité du peuple. Tout ça, la diaspora peut prendre en charge.
Sur le côté financier aussi, si la diaspora elle peut faire quelque chose, mais pas forcément. Mais la diaspora, sa force vraiment, c'est d'aider dans l'information, d'aider, de tout faire, parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, dans une guerre d'information, une guerre informatique. Les gens peuvent prendre maintenant notre intervention là et couper nos voix et en suivant les signes, mettre ce qu'ils veulent. Que c'est Diapenda qui a dit ça. Ils peuvent faire. Donc, il faut que les gens soient vigilants, les gens aient vraiment une autonomie vraiment adéquate afin de pouvoir défendre notre pays sur tous les plans et de former les jeunes au pays, les sensibiliser concernant les hommes politiques qui s'infiltrent toujours et essayer de diviser les gens. Mais là, cette fois-ci, Dieu merci, ils ont compris. Après le coup d'État, la vieille classe politique a été vraiment écartée. Eux-mêmes, ils ont eu honte. Personne ne les a vus, ils se sont cachés. Donc là, c'est une bonne nouvelle pour la jeunesse. Merci. En tout cas, les partis politiques sont suspendus. Ça doit être la raison pour laquelle ils se sont écartés. Alors, M. Kassoum, selon vous, qu'est-ce que vous pouvez apporter au pays dans ces moments difficiles? La diaspora devait et pourrait aussi contribuer à cette révolution que j'appelle populaire, parce que nous sommes partis d'abord d'une révolution de palais, ensuite à un coup d'État qui a fini par devenir maintenant une révolution populaire. Donc, cette révolution a dépassé même les lignes des frontières du pays, qui est devenu aujourd'hui un aspect mondial, soutenu mondialement. La diaspora regorge en son sein des compétences intellectuelles qui peuvent même apporter une contribution au niveau de cette transition-là, afin d'apporter le meilleur d'elle-même en tant que diaspora pour un avenir meilleur pour notre pays. Et le deuxième aspect, c'est aussi notre contribution à sensibiliser nos compatriotes au pays, parce que nous avons un accès facile à l'Internet, ce qui pourrait nous permettre d'être au rendez-vous afin de sensibiliser nos compatriotes, comme je le disais tantôt, de ne pas se laisser entraînés par ceux-là qui sont en train de tirer sur la fibre ethnique parce qu'ils ont perdu quelque chose, un intérêt, je dirais, personnel d'ailleurs, de ne pas se laisser aller dans ce sens-là. Donc, nous pouvons apporter quelque chose en sensibilisant nos compatriotes et l'unité, à renforcer l'unité nationale et la cohésion sociale. Donc, voilà les deux éléments sur lesquels je voudrais ici m'appesantir, à savoir les compétences intellectuelles et la sensibilisation pour qu'on puisse vraiment appuyer cette transition-là, pour que le Niger puisse véritablement retrouver l'unité nationale comme il se doit pour un avenir meilleur. D'accord. Sur le plan intellectuel, certains de vos prédécesseurs ont parlé d'un point de vue juridique, des poursuites juridiques. Selon vous, quoi d'autre peut faire la diaspora sur le plan intellectuel? En termes de plan intellectuel, allez-y comprendre que nous pouvons trouver des professeurs d'université au niveau de la diaspora, nous pouvons trouver des juristes au niveau de la diaspora, en fait, en un mot, des hommes de droit qui sont là et dont le Niger a certainement besoin dans l'élaboration de tout ce qui pourrait advenir comme texte dans la conduite des affaires au niveau de la transition pour asseoir un Niger, je dirais, basé sur des textes fondamentaux qui pourraient à même nous donner des bonnes bases pour le développement du Niger. Donc, partir sur de bonnes bases pour ne pas qu'à chaque fois on se retrouver à première constitution, deuxième constitution, troisième, jusqu'à nous sommes à septième. Maintenant, on va vers la huitième. Donc, au niveau de cette huitième constitution, il va falloir prendre le temps nécessaire, faire un travail laborieux pour qu'on puisse avoir des textes à même qui peuvent nous amener pour longtemps. Vraiment, mais est-ce que le problème du Niger est un problème de texte? C'est plutôt un problème d'hommes chargés de la mise en œuvre de ces texes et du respect de ces textes. Ce n'est pas un problème d'hommes, M. Ibrahim, c'est un problème de système. Et le système est basé sur les textes.
Est-ce que vous voyez? D'accord. Monsieur, Yapanda souhaite réagir à ça. Yapanda souhaite réagir à ça. Oui, exact. Parce que, exact, ce qu'il dit là, c'est la vérité. Parce qu'au Niger, nous n'avons pas de problème d'hommes. Nous avons des problèmes de textes. Parce que si on prend les mêmes textes que la France utilise pour berner quelqu'un ou bien un autre pays, c'est les mêmes textes qu'il y a chez nous. La Côte d'Ivoire, si on prend notre constitution, à peu près toutes les constitutions sont les mêmes. Pourtant, nous n'avons pas la même réalité que l'Europe. Et ils nous ont imposé un système. C'est le même système qui est là.